Bonjour à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Après la chute de la semaine dernière, un marché convalescent avec des résultats d'entreprise positifs. Tout ça avant les chiffres d'inflation dans les US demain. Donc on va analyser ensemble le Nasdaq 100, le CAC 40, Valorec, LVMH et Vinci. Aujourd'hui, dans le studio avec moi, à ma gauche, le rédacteur en chef d'Investir, Denis D'Antoine. Bonjour Denis. Bonjour Falco, bonjour Laurent, je suis ravi de vous retrouver. Bah, nous aussi. Et à ma droite, comme d'habitude, le président de la FAT, Laurent Aby. Bonjour Falco, bonjour cher Denis, bonjour à tous. Bon, on commence tout de suite avec notre première rubrique, le bilan de la semaine. Donc, dans le bilan, on va retourner au Wall Street tout de suite avec Denis. Ouais, j'ai regretté de ne pas être avec vous lors de l'émission de mardi dernier quand même. Quand j'ai vu ça, ça devait être assez épique au lendemain. C'était intéressant. D'une chute quand même assez spectaculaire du Dow Jones, il faut bien. Même si, là aussi, il faut bien l'avouer, on s'y attendait. Ça fait un petit bout de temps quand même qu'on disait attention, c'est tendu pour des questions de valorisation, parce qu'on attend effectivement, on entre en pleine phase de normalisation en tout cas, donc de politique monétaire. Donc on savait que ce serait au premier qui tire. Et bien voilà, c'est arrivé donc dans la nuit de lundi à mardi. Vous avez eu l'occasion d'en parler naturellement la semaine dernière. 1500 points perdus en l'espace de quelques minutes pour le Dow Jones. Une baisse de plus de 6% au plus bas de la séance avant qu'on revienne quand même, mais pour perdre plus de 4%, c'était quand même assez important. Sur la semaine, c'est donc une perte de 5,2%. Pour le Dow Jones, c'est loin d'être une catastrophe, mais en tout cas ça suffit pour faire entrer l'indice dans ce qu'on appelle une phase de correction. Alors phase de correction, c'est quand on a baissé de plus de 10% ou d'au moins 10% par rapport au pic historique qui datait, je vous le rappelle, du 26 janvier. Alors moi j'aime bien regarder un petit peu les chiffres, je vais laisser après à Laurent le soin de nous dire phase de correction, on remonte pas, moyenne mobile, résistance, support, tout ça c'est l'affaire de Laurent. Moi j'ai regardé un petit peu ce qu'étaient les chiffres, en tout cas statistiques, sur l'historique. Et ce qu'on dit effectivement, c'est que en gros, quand on rentre dans une phase de correction, la correction moyenne est de 13%, en tout cas depuis la Seconde Guerre mondiale, et en l'espace de 4 mois, et il faut aussi 4 mois pour remonter sur les plus hauts historiques. Donc ça nous amène en gros encore à une petite période a priori de tumulte sur le marché avant qu'on puisse remonter, si on en reste à une phase de correction, en tout cas sur les pics historiques d'ici, si je calcule bien, autour de 7 à 8 mois. Alors, mais en revanche, si on va un petit peu plus loin, et c'est là effectivement, je ne sais pas s'il y a un risque en tout cas de poursuite à la baisse ou non, mais quand on rentre dans une zone de crack, ce qu'on appelle crack, c'est donc au moins 20% de baisse par rapport au pic historique. Et dans ces cas-là, on atteint en moyenne une baisse de 30% pour l'indice et il faut 22 mois, donc quasiment 2 ans cette fois-ci pour remonter sur des pics historiques. Donc naturellement, ça nous amènerait un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est histoire de prendre un petit peu de recul par rapport au tumulte et au temps réel que vous avez vécu en tout cas la semaine dernière avec ce point un peu plus complet sur New York. Merci beaucoup Denis. Donc on va regarder avec Laurent le Nasdaq 100 dans ce contexte. Oui, on va regarder le Nasdaq 100 et juste pour compléter ce que vient de dire Denis, c'est quand même une correction bizarre ce qui s'est passé sur les marchés pour 2 raisons. Qu'est-ce qui est inhabituel dans ce qui s'est passé la semaine dernière? Premièrement, les valeurs refuges n'ont pas été recherchées. Ça c'est une anomalie, c'est-à-dire que quand on voit des corrections comme ça sur le marché, en général, les gens achètent de l'or, achètent des obligations, d'État. Ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu effectivement une aversion au risque, mais qui ne s'est pas manifestée avec un achat important sur les valeurs refuges. Deuxièmement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis la semaine dernière, il y a eu un rebond, une amorce de rebond aux États-Unis. Quels sont les secteurs qui profitent le plus de ce rebond? Eh bien, ce sont les matériaux de base, ce sont les financières, c'est les technologiques, c'est les valeurs de consommation cyclique. Autrement dit, on n'est pas du tout dans un contexte de tous aux abris où les investisseurs achètent des valeurs défensives. Donc voilà, c'est un petit peu étrange de décrypter en temps réel ce qui se passe sur les marchés. Alors évidemment, la question c'est de savoir où est-ce qu'on en est et est-ce que ça peut encore baisser. Oui, ça peut encore baisser, mais
ce que je pense aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le début d'un bear market. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir est-ce que les opérateurs, et on va parler essentiellement des opérateurs américains, parce qu'on a bien vu que ce sont eux qui font le jeu, est-ce que les opérateurs américains considèrent qu'avec le repli actuel, il y a des opportunités d'achat ou pas? C'est la question. Si la réponse est oui, alors on a fait un creux de court terme. Et si effectivement on a demain des chiffres un petit peu trop élevés du côté de l'inflation aux États-Unis, alors on pourra avoir une deuxième jambe baissière. Mais de toutes les façons, je pense, et c'est la conclusion, la première conclusion de cette émission en ce qui me concerne, c'est que les replis doivent être achetés. Alors comment ils doivent être achetés? Avec des petites positions. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait dit qu'on était acheteur de CAC, acheteur de S&P, avec des toutes petites positions. Je pense qu'il faut commencer à bâtir des positions longues, mais attention, comme il y a beaucoup de volatilité et beaucoup d'incertitudes, il ne s'agit pas maintenant de mettre toute notre allocation equities sur le marché, alors qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais je pense que le creux est en train de commencer à se former et qu'on peut raisonnablement et de manière extrêmement prudente commencer à bâtir des positions longues, en tout cas pour le court terme. Et la bonne nouvelle aussi, c'est aussi que les GAFAM ont tenu et ont mieux résisté finalement que la cote des belles et grosses industrielles qu'on a vu effectivement parmi les plus forts reculs, en tout cas à chacune des grosses séances de baisse. Ça n'a pas été le cas en tout cas des GAFAM, ce qui montre bien et ça aurait pu accélérer la chute. En fait, il y a eu vraiment une très grosse alerte sur le VIX et la volatilité, mais sur l'ensemble du marché, à part cette baisse éclair, on ne retrouve pas cette aversion au risque de manière très significative. Voilà Falco, j'en ai terminé avec ce petit préambule. Non mais je pense que c'est important aussi d'essayer de resituer un peu les choses dans leur contexte. Bon, alors donc acheteur hein, sur les indices américains, on a choisi le Nasdaq 100 parce qu'il se comporte mieux, il est plus robuste que le S&P, d'autant plus que la semaine dernière on avait déjà proposé un call sur le S&P. On continue d'essayer de se positionner dans ce qui pourrait être un rebond de très court terme. Alors regardez le chart sur le Nasdaq, on a quand même des arguments hein, pour montrer qu'il y a un rejet du marché sur la baisse récente autour de 6080 points. D'abord cette bougie en forme de marteau avec cette longue mèche basse qui montre clairement le rejet du marché sur cette zone de gap que vous voyez ici illustrée en vert et qui date d'octobre. Deuxièmement, on a cette moyenne mobile à 200 périodes qui a été enfoncée puis réintégrée sur le S&P et qui pour le moment ne l'a pas été sur le Nasdaq et qui sert également de support. Donc on peut penser avec, et pour terminer, cette petite divergence sur le RSI, puisque vous le voyez là, on fait deux creux beaucoup plus bas sur le prix et là le RSI ne baisse plus. Voilà, donc il y a des arguments qui peuvent être amenés, proposés pour une stabilisation des cours. Alors ce qu'on vise, c'est tout petit, hein. C'est à peu près 3% de hausse pour le moment, c'est-à-dire qu'il me semble que viser 6750 sur le Nasdaq dans un premier temps, en tout cas jusqu'à la semaine prochaine, c'est un objectif qui peut être réalisé. Ce qu'on fera quand on arrivera sur cette zone, on verra bien ensemble ce qui se passe. Peut-être qu'il faudra repasser vendeur, peut-être qu'on ira plus haut. En tout cas, voilà, si sur le Nasdaq 100, on retournait sur les 6400 points, s'il y aurait une opportunité d'achat, on pourrait même redescendre à 6300. Il y aurait toujours une opportunité d'achat. Qu'est-ce qu'on vise? Les 6700, 6750. Et pour cette stratégie acheteuse, mon cher Falco, j'ai choisi un turbo infini best call de code 60A0B. Merci beaucoup Laurent. Donc avant de vous présenter cet produit, je vous rappelle cette phrase classique que le produit présente un risque de perte en capital en cours de vie et aussi à l'échéance. Donc allez sur notre site internet, formez-vous avec l'aide des brochures, des vidéos et tout de matériel qu'on a mis en place pour vous. Donc formez avant investir. Donc je vais vous présenter maintenant le Turbo Infini Best Call avec le code mnémonique 60AOB sur le Nasdaq 100 qui a actuellement un effet de levier de 11,30. Son prix d'exercice s'avère désactivé vente à 5960,6317 et voilà tout ça pour un prix de vente de 4,63 € pour un Nasdaq 100 à 6493,96 et on continue notre bilan de la semaine avec Denis et un focus sur le CAC 40. Oui, CAC 40 et là je vais peut-être me permettre d'être un petit peu plus court parce que en fait, les mêmes causes ont produit les mêmes effets, hein, vous le savez bien. Quand on s'est réveillé le lendemain, enfin en tout cas on savait très bien, au vu en tout cas de la clôture de Wall Street que ça allait bouger mardi matin, ça a été le cas.
Et après, bon, ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, on s'est pas contenté d'attendre en tout cas l'ouverture de New York et puis la clôture de New York. C'est que tout au long de la journée, on a évolué au gré des futurs. Alors les futurs CAC 40, ça fait longtemps aussi qu'on les avait pas vu aussi volatiles, en tout cas évoluer tout au long de la journée. À l'ouverture, moins 1000 points, finalement on revient à moins 500, plus 200, plus 400 à l'ouverture, et après derrière en fait on redescend à moins 500. Donc énorme volatilité et un CAC 40 qui a quand même beaucoup suivi à la fois naturellement les indices quand ils cotaient aux États-Unis, mais aussi les futurs avant. Donc ça effectivement ça a permis d'animer un peu des séances à Paris qu'il était assez peu depuis quelques mois. Vous vous souvenez donc moins 5,2% pour le Dow Jones en une semaine, et bien Paris c'est quasiment la même chose, moins 5,3%. C'est quand même la plus forte baisse du CAC 40 depuis janvier 2016. Alors naturellement donc les places européennes qui ont été secouées par les tensions sur les rendements obligataires, volatilité. Le point de départ c'était les chiffres des salaires horaires, hein, donc le chiffre de l'emploi qui ont été publiés en fait aux États-Unis le vendredi précédent, qui montrait donc une certaine poussée potentielle en tout cas de l'inflation avec les salaires horaires. On a une autre indication avec la Banque d'Angleterre et en tout cas ses commentaires qui, elle aussi, au vu d'une inflation qui accélère un peu plus fortement que prévu, s'apprêterait à remonter ses taux directeurs plus rapidement. En tout cas, c'est ce qu'elle a annoncé lors de sa dernière réunion. Paris, donc CAC 40 qui est maintenant perdant de plus de 3% depuis le début de l'année. On a totalement effacé le gain de janvier 2018 maintenant. Merci beaucoup Denis. Donc l'analyse technique dit quoi sur le CAC 40 ? Alors l'analyse technique va une fois de plus rebondir sur les propos de Denis parce que la perche est belle. Alors deux choses. La première, c'est vrai que le CAC 40 est en perte depuis le début de l'année, mais si on regarde sur un an glissant, on est toujours en gain de 5%. Quand on regarde ce qui se passe sur le S&P, on est toujours en gain de 13%. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions et beaucoup de stress dans ce qui s'est passé la semaine dernière, mais d'un point de vue technique, je vais vous surprendre, peut-être même vous choquer, mais à moyen terme, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire que le CAC 40, tant qu'il est au-dessus de 5000 points, on reste dans une tendance haussière de moyen terme, ou si l'on veut, on est dans une tendance neutre. Mais il n'y a pas eu de dommages techniques pour les investisseurs de moyen terme. Tout se joue à 5000 points et on n'est justement pas très loin de ce niveau. Donc c'est vrai qu'on était en haut du range, on a essayé de sortir du range, on a échoué à franchir la résistance à 5440, on retourne dans le range, on retourne sur le support du range, mais on est toujours au-dessus du support du range. Donc ça veut dire qu'à moyen terme, pour le moment, c'est du bruit, et quel bruit, c'est assourdissant, mais on est au-dessus de 5000 points et donc on a là encore, Falco, un point d'achat. Parce que d'un point de vue technique, quand on est près d'un support, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est près d'une zone d'échange, une zone d'arbitrage, autrement dit que notre stop d'invalidation, il est proche. Donc ça vaut le coup d'essayer de jouer un rebond, parce que si on a tort, on ne va pas perdre beaucoup d'argent puisque notre stop est tout de suite placé sous nos prix. Une fois que j'ai dit ça, on regarde le chart ensemble. Vous voyez donc cette grosse zone de support, je vais zoomer entre 5080 et 5030, là aussi on a fait un point plus bas que la semaine dernière. Notre RSI montre une divergence haussière. Bon, pour le moment cette divergence elle n'a pas énormément de signification, sauf que on voit bien que sous le récent creux, eh bien les forces vendeuses sont en train de perdre un petit peu la main, et par conséquent on peut tout à fait à l'unisson avec les marchés américains, puisqu'on a bien compris que de toutes les façons ce sont eux les patrons, il n'y a pas de leadership en Europe, on suit les États-Unis, et donc s'il y avait un rebond aux États-Unis, puisqu'on est proche d'une zone de support en Europe et a fortiori sur le CAC 40 en France, on peut essayer de mettre en œuvre une stratégie pour un rebond avec un stop très proche. Où est-ce que ce rebond pourrait aller? Là encore, c'est des petites cibles. Dans un premier temps, vous voyez cette zone de résistance ici à 5260. On pourrait remonter jusqu'à 5220, 5260. On a un gap baissier de début février. Là, il va y avoir une vraie bataille. Et si effectivement vous achetez un produit pour accompagner ce rebond, peut-être que vous devriez prendre vos profits, totalité ou partie, sur cette zone. En tout cas, voilà, vous l'avez compris, pour le moment,
acheteur de Nasdaq, acheteur de CAC, on est près des supports, on est dans un range. Qu'est-ce qu'on fait en analyse technique quand on est dans un range près d'un support? On paye, Falco. Donc pour acheter ce CAC 40, je propose un turbo call et son code c'est le 38DGB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un turbo call, c'est le CAC 40 avec le code 38DGB qui a un effet de levier de 26,38 sans échéance de 15 juin 2018, sans prix d'exercice sur sa barrière désactivante de 4 975. Tout ça pour un prix de vente de 1,43 € pour un CAC 40 à 5 133,32. Et on retourne au bilan de la semaine avec notre cher Denis. Oui, simplement aussi pour signaler un autre actif qui était en forte baisse. On en parle un petit peu moins. On avait tendance à dire, en tout cas durant des mois, en tout cas dans les émissions auxquelles j'ai pu participer, c'est que pas grand chose à dire pour l'instant sur le pétrole. Donc voilà, pas grand chose. Maintenant, en tout cas, on a eu un autre actif en forte baisse. Naturellement, on sait très bien que le pétrole n'est pas une valeur refuge, donc il n'y avait aucune raison en tout cas pour que le pétrole monte alors que les marchés d'actions dégringolaient. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu quand même le WTI retomber aussi rapidement sous les 60 $. Dégagement WTI qui est la référence de pétrole aux États-Unis. Ça a son importance parce que c'est de là en fait où vient aussi l'explication. Naturellement donc des marchés qui ont entraîné aussi le pétrole à la baisse, dégagement assez logique, mais aussi une forte hausse de la production de pétrole et de schiste aux États-Unis. C'est ça qui pèse aussi en tout cas sur les cours actuellement. Pour ce qui est du Brent, on est toujours un peu au-dessus des 62 $. On est quand même en baisse de 6% depuis le début de l'année, donc pas très loin finalement du CAC 40 et de 10% sur un mois. Là, c'était un peu plus violent. Donc effectivement, on le savait, c'est pas une valeur refuge. A priori, pas grand-chose à jouer. Peut-être tout à l'heure, on verra sur les actions. Mais en tout cas, le pétrole, effectivement, reste dans une zone peut-être encore un peu compliquée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Oui, alors, on en a un petit peu parlé hors plateau avant de commencer l'émission du pétrole, parce qu'effectivement, il a beaucoup baissé. Mais moi, je ne trouve pas qu'il y ait encore beaucoup d'acheteurs présents sur ce marché. En tout cas, avant d'arriver, c'était encore passablement vendeur. On arrive dans une zone de support. Alors, on va voir si elle fonctionne ou pas. Donc ça sera peut-être un trade pour la semaine prochaine, Falco, si on voit une stabilisation des cours. Mais là, j'ai trouvé qu'il y avait encore un risque un peu trop loin pour proposer un call, puisque de toutes les façons, si on propose quelque chose, c'est un call, puisque si on veut vendre, c'est beaucoup trop tard. Comme Denis l'a rappelé, il a baissé pendant les 5-6 dernières séances. Donc si on fait quelque chose, on le paye. Mais pour le payer, j'ai trouvé que c'était encore un petit peu tôt. On en reparle la semaine prochaine. Le timing. Donc on va être patient jusqu'à la semaine prochaine pour entendre les nouvelles sur le pétrole. Et on va passer maintenant à notre prochaine rubrique, les tops et les flops. Alors Denis, on commence avec les tops cette semaine. Quels sont les tops? Oui, pas beaucoup de hausse significative dans un marché comme ça, effectivement, c'est évident. Quand même, j'en ai relevé deux, Publicis, donc plus 2%. C'est peut-être la valeur en tout cas du CAC 40 sur laquelle il y a eu la meilleure réaction. On en parlera tout à l'heure dans le focus, mais meilleure réaction à la publication des comptes 2017 et des perspectives pour 2018. Tarkett, là aussi, bonne réaction en fait au compte annuel 2017. Tarkett, c'est le spécialiste des revêtements de sol. Alors là, il y a une petite histoire en fait à raconter, ça m'a un peu amusé quand même, c'est rentré en bourse, on est là pour en parler. Oui, bien sûr, voilà. Effectivement, c'est rentré en bourse en 2015 environ, et figurez-vous qu'en regardant en fait les plus fortes hausses, en tout cas de Tarkett, depuis l'introduction en bourse au quotidien, ça a été tout le temps, au début du mois de février, à chaque fois en réaction le lendemain à la publication des résultats annuels. Donc ce qui montre bien qu'il y a peut-être un coup à jouer sur Tarkett, il faut simplement jouer la publication des résultats annuels. Et figurez-vous aussi que quand je regarde la performance en tout cas de Tarkett depuis l'introduction, ça se limite en fait aux 2 séances de hausse. Donc vous enlevez les 2 séances de hausse post-publication des résultats annuels, il reste rien. Donc il y a peut-être un coup à jouer sur Tarkett, c'est une fois par an. Rendez-vous en février prochain. Excellent. Et on finit avec... Fnac Darty, pas de raison particulière, je l'ai mis parce qu'il en fallait 3. Voilà. D'accord, ok, bon, on fait les flops alors, prochaine slide, non? Oui, là il y en a un petit peu plus, avec un bon duel, très étonnant d'ailleurs, bon duel, on en parle très peu, bon duel, spécialiste de la, a priori, activité totalement traditionnelle, des boîtes de conserve, salade quand même maintenant. Bon Qu'est-ce qui s'est passé? Moins 17%. Alors ce qui s'est passé surtout, il s'est passé quelque chose la veille, en fait, parce qu'on attendait une publication des chiffres d'affaires semestriels le soir même, et figurez
figurez-vous que j'ai tout le temps les écrans devant les yeux, hein, comme vous, et je commence à voir un bon duel qu'on retrouve parmi les plus fortes baisses du jour dans l'après-midi. -3, -4, -5. Je dis, oh, c'est quand même assez bizarre. Donc bon, un petit papier, vous l'avez peut-être vu en tout cas sur le site, ou vous qui êtes présent en tant qu'internaute. Bon duel, très bizarre. On est à 2 heures de la publication du chiffre d'affaires semestriel et c'est en baisse de 5%, plus forte baisse du SRD. Donc voilà ce qu'attend le marché. Rendez-vous dans quelques heures. Ça loupe pas. Ça méritait peut-être pas un moins 17%, hein, mais quand même ralentissement de la croissance au deuxième trimestre. Ça, effectivement, on aime pas trop. Mais surtout, ce que je voulais montrer, effectivement, c'est que ce bon duel-là, cette baisse, on n'aurait jamais connu ça il y a 2 ou 3 ans. Bon duel qui a fait une grosse acquisition aux États-Unis il n'y a pas très longtemps, donc diversification. Sensibilité, autre maintenant, a priori il y a comme peut-être, et comme par hasard, c'est peut-être pas un hasard du coup si Bon Duel a commencé à baisser durant l'après-midi, c'est l'heure où Wall Street se réveille, les Américains se réveillent, et donc je pense que Bon Duel qui était la valeur père de famille, tranquillement, fonds de portefeuille durant des années, eh ben on la trouve maintenant parmi les valeurs peut-être les plus volatiles, simplement parce qu'elle a fait une acquisition aux États-Unis. Et je ne serais pas étonné que ça intéresse maintenant des opérateurs américains, investisseurs américains, et que donc ça devienne naturellement activiste, peut-être, pas forcément un rétro au capital, mais à anticiper beaucoup plus qu'auparavant. Donc Bon Duel a changé vraiment de statut depuis qu'elle s'est davantage exposée aux États-Unis. Voilà pourquoi on a un Bon Duel à moins 17% cette semaine. C'est pas étonnant, mais il faudra peut-être s'y habituer. Wow. Ça vous a plu? Oui, ça m'a beaucoup plu. Ouais. Air France KLM, moins 13%. Bah là, en revanche, c'est plutôt une habitude quand même de nos palmarès. C'est une valeur, moi, j'attribue ça en tout cas au fait que c'est la meilleure ou l'une des meilleures performances, en tout cas de l'année dernière. Ah oui. En bourse, Air France KLM, c'était magnifique. Même au niveau européen, je pense qu'elle a été dans le top 3, en tout cas au niveau européen. Et aussi parce qu'on a eu une petite déception qui a certainement accéléré les choses. C'est la publication d'une recette unitaire qui n'a pas été bonne du tout au mois de janvier, donc ça a été peut-être un déclic à la baisse. Vallourec, Technip FMC, les parapétrolières, on a parlé tout à l'heure du pétrole, forte baisse du pétrole, assez logique donc qu'on retrouve ces 2 parapétrolières parmi les plus fortes baisses de la semaine. On le sait, les parapétrolières c'est du pétrole avec des effets de levier, hein, donc logique qu'on les retrouve en tout cas naturellement parmi les plus fortes baisses de la semaine. Sanofi, Vinci, Airbus, Sanofi, Vinci, mauvaise réaction aux résultats annuels, on en parlera tout à l'heure, et Airbus, il était temps parce que depuis le temps que j'aimerais bien qu'elle baisse, celle-là je comprends pas pourquoi elle monte autant. On en a déjà parlé. Et puis, bon, en revanche, là pour le coup, c'est beaucoup moins amusant. C'est effectivement ces problèmes qu'il y a eu sur les moteurs. Hein, hier, on a appris les moteurs qui avaient été livrés par l'américain Pratt & Whitney. Ça a aussi naturellement contribué au mouvement de dégagement hier en bourse. Merci beaucoup Denis. Donc on va regarder pétrole, Vallourec avec comment? Alors on va regarder Vallourec et avant de commencer quoi que ce soit comme explication sur Vallourec, je vous invite à être extrêmement prudent sur cette reco parce que c'est vraiment très très fragile. Hein. On a eu un titre qui était à 6 € qui s'échange à 406. Regardez cette baisse sur Vallourec où on est descendu mais vraiment en quasi ligne droite, des acheteurs totalement asphyxiés par la pression vendeuse. Et on retourne maintenant sur un niveau de support. C'est un gap haussier qui avait lieu, pas n'importe lequel, puisque c'était une résistance, un petit sommet ici, qui avait capé les prix à 4,80 et puis on a gapé au-dessus, on est parti tout droit et on est maintenant de retour sur cette zone. Autrement dit, c'est une zone qui se paye avec un RSI qui est survendu. Alors on voit bien qu'il n'y a pas de tendance à un moyen terme sur Vallourec, mais là pour le coup c'est vraiment une stratégie de court terme contrarienne, c'est-à-dire qu'on a beaucoup baissé, on est survendu, il pourrait y avoir un rebond technique. Alors, si on achète Vallourec, c'est si et seulement si vous voyez sur vos écrans une bougie verte. Là, vous le voyez avant de venir, on avait encore une bougie rouge. Ça veut dire qu'on va peut-être casser le support, donc aucun intérêt à l'acheter. Si en revanche, notre scénario de rebond se met en place et que cette zone de support est effectivement une zone qui attire les acheteurs et que tout ça se concrétise avec une bougie verte qui apparaît à l'écran, alors ça veut dire qu'on a effectivement peut-être un rebond qui se mettra en place, un rebond technique qui pourrait remonter sur 5,19. Donc il y a effectivement quelque chose à faire sur Vallourec, mais si effectivement les acheteurs nous montrent qu'ils sont présents sur le marché, pour le moment rien de tel, donc discipline, patience, on attend la clôture ce soir pour voir quelle est la tête de la bougie, et puis si la bougie elle enfonce le support, on regardera demain si on réintègre ce support parce que ça aurait pu être
un excès baissier et une espèce de capitulation. Mais si rien de tout cela n'arrive, alors on oublie cette reco et on n'achète pas Vallourec. En tout cas, pour le moment, on va rester sur ce scénario de survente et donc on a choisi un varan call en anticipation d'un rebond technique qu'on espère, et ce varan Falco, c'est le 35 AFB. Merci beaucoup Laurent. Donc un varan call sur Vallourec 35 AFB qui a ce matin un effet de levier de 4,92, une échéance de 15 juin 2018, c'est un prix d'exercice à 5,20. Tout ça pour un prix de vente de 17 centimes pour Vallourec à 4,73. Et on continue, pas avec une nouvelle rubrique, mais avec notre jeu d'investisseurs. Vous savez que chaque semaine, vous pouvez gagner cette superbe mug, cette jolie tasse. Qu'est-ce qui est écrit dessus? 100% marché. Investisseur de la semaine, je connais déjà plein de gens qui ont une jolie tasse comme ça dans leur cuisine, dans leur salon, parce que ça va aussi très bien dans un salon, n'est-ce pas Laurent? Absolument. D'accord, non? Oui, Denis? tout à fait. Oui. Voilà. Donc vous pouvez gagner tout ça. Pour gagner ça, il faut juste participer à notre jeu d'investisseurs de la semaine. Vous savez très bien que chaque semaine, vous pouvez aller sur notre site et pendant le jeu mardi, choisir le produit pour la semaine duquel vous pensez que ce sera la meilleure performance dans la semaine. Nous, on va prendre les cours de ce produit du mercredi matin et du lundi soir suivant, et on va annoncer les gagnants dans la semaine d'après. Donc, comme d'habitude, c'est Laurent qui a l'honneur d'annoncer le gagnant de cette semaine. Alors, c'est qui? Quand on voit un trade comme ça, Falco, c'est un honneur de pouvoir en parler. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un trade qui est courageux, et le courage, c'est une vertu indispensable pour un trader, mais c'est également un trade qui montre de la discipline, puisque notre cher gagnant a attendu son moment pour frapper. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors d'abord, c'est qui? C'est Yves. Yves qui habite à Mézeray, en Belgique. Je crois que c'est la première fois qu'on a un gagnant belge. Exactement. Donc, bienvenue Yves dans le club des vainqueurs. Vous serez pour toujours le premier vainqueur belge de cette émission. Médaille d'or pour la Belgique. Absolument. Alors Yves, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été contrarien. C'est-à-dire qu'il a un petit peu fait ce qu'on avait proposé la semaine dernière sur différentes valeurs, ce qu'on montre sur cette émission avec Vallourec. C'est-à-dire qu'il est rentré un petit peu contre la tendance de court terme. En l'occurrence, c'était une tendance vendeuse, baissière sur Total, mais il a attendu d'arriver sur un niveau important, puisque vous le voyez, j'ai mis cette petite flèche rouge ici. C'était une zone de résistance qui avait capé la progression des prix entre juillet et septembre. On avait eu la formation de ce range, et vous le savez maintenant, car je sais que vous aimez tous l'analyse technique. Quand une résistance est franchie, elle devient potentiellement support. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé quand le marché est revenu sur ce niveau à 44,50. Et bien, les opérateurs, ceux qui étaient vendeurs, ont débouclé leur position short, et ceux qui avaient des vues contrariennes, comme Yves, ont payé le titre ou le produit dérivé qui l'accompagne. Alors, on voit la formation de ce doji longue jambe, c'est-à-dire ce tout petit corps et ces longues mèches hautes et basses. Quand on voit ce type de figure sur un niveau de résistance ou de support, ça veut dire qu'il y a de l'indécision, c'est-à-dire que la pression vendeuse s'estompe. Il y a aussi beaucoup de confusion, puisque regardez, on ouvre, on descend jusqu'à 43,60, on remonte jusqu'à 45 dans la même séance, et finalement on clôture là où on a ouvert. Donc ça veut dire qu'il y a eu une bataille formidable qui s'est jouée sur ce niveau de polarité, que les prix se sont stabilisés sur cette ancienne résistance qui devient support, et que Yves n'a pas hésité une seconde. Il en a déduit que la baisse était terminée, et donc qu'a-t-il fait? Il a acheté un varan call qui lui a permis de faire une très belle performance, puisque vous le voyez, jusqu'à hier soir, ce n'est pas moins de 47% d'appréciation pour ce varan, pour simplement jouer ce rebond technique qui vient maintenant au contact de cette moyenne mobile de 100 périodes, de ce niveau de support qui devient résistance. Donc peut-être Yves, si vous n'avez pas débouclé, peut-être que vous pourriez envisager de le faire, parce qu'il va y avoir évidemment maintenant une bataille. C'était les acheteurs qui ont gagné la bataille du support, c'est peut-être les vendeurs qui vont gagner celle de la résistance. En tout cas, très belle performance, très bien exécutée. Bravo Yves. Yves, cette place, elle va partir cet après-midi avec la poste vers la Belgique. Donc, on va passer à notre prochaine rubrique qui s'appelle le Focus. Oui, Focus.
faire. Je m'emballe. J'ai envie d'en parler. Ils veulent déjà partir dans le focus. Donc, ils disent quoi ces résultats annuels, Denis? C'est la question de cette semaine. Je peux? Oui, maintenant c'est parti. On y va. Un petit point d'ailleurs, effectivement, on en est au tout début des résultats annuels, première semaine. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on va arriver en tout cas à la moitié de la publication des résultats annuels du CAC 40 à la fin de cette semaine. Donc, on aura déjà franchi un premier cap. Ce qui est peut-être différent en tout cas cette année par rapport aux années précédentes, c'est qu'on sait pertinemment qu'en gros les résultats 2017 sont bons, ou seront bons en tout cas dans ce qui vont être publiés, puisque je regardez en tout cas là, c'est ce que vous voyez à l'écran, on a un consensus qui n'a pas trop évolué durant toute l'année, avec une progression moyenne attendue de l'ordre de 10% en tout cas des profits par action du CAC 40 pour 2017. En revanche, beaucoup plus de prudence pour 2018, vous le voyez à partir depuis juin dernier, on a quand même un consensus qui se montre de plus en plus prudent et on n'attend plus que 7,5% de croissance des profits par action pour cette année. Autant dire que ce qui est peut-être davantage regardé que les chiffres 2017, ce sont les perspectives 2018 qui sont annoncées par les entreprises. Donc voilà, en tout cas, c'est ce qui est scruté peut-être davantage que les chiffres 2017. Les chiffres en eux-mêmes, en tout cas les réactions à la hausse. LVMH plus 5%, c'était en tout cas la première publication d'ailleurs de cette saison et aussi la plus forte hausse en tout cas en intraday. Alors j'ai pas rapporté par rapport au CAC 40, j'ai pris en fait en état en évolution brute de l'action, mais effectivement des résultats records en 2017, une hausse de près de 30% du bénéfice net, un profit qui dépasse donc pour la première fois la barre des 5 milliards d'euros, LVMH qui rentre donc dans le club des 5 milliardaires entre guillemets par an. Publicis qui a lui rassuré sur la croissance organique pour 2018, on en parlait tout à l'heure, plus 4%. L'Oréal, résultat plutôt un peu terne, j'ai trouvé, mais en tout cas, il pourrait se passer quelque chose autour du capital, puisque si la participation de Nestlé au capital de L'Oréal est à vendre, le groupe pourrait la racheter et revendre en même temps, c'est Sanofi. Donc il pourrait se passer des choses, le marché aime. Pernod Ricard, croissance organique a été un peu supérieure aux attentes au premier semestre, de quoi relever les objectifs annuels. Là aussi, le marché a apprécié. Société Générale a des bons résultats, mais surtout ce qu'on a apprécié, c'est qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Habituellement, on avait quand même toujours des provisions pour litige. Là, il n'y en a pas. Donc, qui dit pas de mauvaises nouvelles, dit bonnes nouvelles. Plus 2% pour Société Générale. Total et ST Microelectronics, pas beaucoup de réactions, plus 0,7%. Mais Total, qui est l'une des meilleures, voire la meilleure pétrolière, en tout cas, donc société du secteur pétrolier à avoir publié des résultats dans le monde. On va regarder tout de suite LVMH avec Laurent. Oui, on va regarder LVMH. Alors il y a un chart qui est intéressant parce que là aussi on est sur un niveau important, en l'occurrence un niveau de support. Regardez, c'était une résistance au mois de juin autour de 234 €. Donc premier test et apparition de cette résistance donc sur ce niveau. Et puis en octobre on bute encore sur ce niveau et puis on gappe ensuite juste au-dessus. Et cette résistance devient donc un support et on le voit après avec ce petit pullback ici juste au-dessus. Cette zone était maintenant une zone de support et puis vous le voyez, on est maintenant en test de ce niveau important autour de 234 €. Alors il y a toujours le gap haussier que le prix est allé chercher sur la borne basse, en tout cas en intraday. On a une moyenne mobile à 200 périodes, c'est-à-dire de long terme, qui vient également jouer un rôle de support dynamique. Donc là aussi, c'est un petit peu contrarien parce que vous le voyez, depuis le mois de novembre, LVMH est dans une phase de dépréciation. Alors cette dépréciation, elle est très lente. Regardez, on est passé de 259 à 239. Il y a beaucoup d'overlap, c'est-à-dire que ce n'est pas une tendance, c'est une séquence corrective qui a ramené donc progressivement les cours sur ce niveau. Là aussi, c'est une stratégie que l'on peut considérer comme pertinente à l'achat dans le sens où le stop est très proche. Nous pouvons avoir tort, mais ce qui compte, ce n'est pas forcément d'avoir toujours raison, mais quand on a raison de laisser courir les gains et quand nous avons tort, de les couper immédiatement. Et là, en l'occurrence, on a un stop qui est très proche, donc on se trompe peut-être sur LVMH, mais en tout cas, on a un support important avec le gap et la moyenne mobile. On a également un RSI qui montre que ça se stabilise. S'il arrivait à dépasser ce petit segment vert, là encore, ce serait un signal de reprise. Et puis, vous pouvez tout à fait attendre, comme je l'ai dit précédemment, d'avoir l'apparition d'une bougie verte
pour acheter, c'est-à-dire d'avoir la confirmation du marché que les acheteurs sont avec vous, qu'ils reviennent sur ce titre aux alentours de 239, peut-être que ce sera un petit peu plus bas. Voilà, c'est une stratégie qu'on ne peut pas exactement labelliser comme contrarienne parce qu'on n'est pas vraiment en face d'une tendance. On est dans un trading range qui a un biais légèrement baissier, on paye le support, on tente notre chance. C'est un titre qui est fort et qui par conséquent pourrait trouver tout à fait des acheteurs maintenant sur les niveaux actuels. Alors pour mettre en œuvre ce rebond hypothétique sur LVMH, j'ai choisi donc un turbo infini best call. Ce turbo, son code c'est 38AYB et juste dernière précision, si effectivement on a un rebond, on devrait viser 252 €, un petit peu sous la résistance, et puis le stop d'invalidation, en tout cas du turbo, c'est 228,35. Je vous laisse la parole, cher Falco. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est sur LVMH un turbo infini best call avec le code numérique 38AYB qui a ce matin un effet de levier de 15,43. Ça a un prix d'exercice et sa barre désactivante à 228,3387. Et voilà son prix de vente 1,58 € pour LVMH à 239,4 €. Et on continue notre focus avec Denis. Oui, et donc cette fois-ci des plus fortes réactions à la baisse. Alors le grand, moins 4%, rien de particulier à en dire, c'est une valeur qui était au plus haut historique, donc quand il n'y a pas de bonnes nouvelles particulières, il y a davantage de tendance en tout cas à prendre des bénéfices, ce qui a été le cas en tout cas pour le grand. Vinci, là aussi des dégagements, souvenez-vous, on en parlait depuis des mois, voire plusieurs trimestres en tout cas de ces bonnes performances de Vinci, qui a toujours quasiment grimpé en fait en bourse. Donc là aussi j'y vois des bons résultats, mais aussi des dégagements bénéficiaires après coup. BNP Paribas, là aussi bon résultat, rien de particulier à dire, pas de réelle surprise. Unibail-Rodamco, là en revanche, c'est forcément lié en tout cas à la perspective d'une hausse des taux. Les foncières n'aiment pas ça, moins 2% pour Unibail-Rodamco malgré des perspectives qui restent toujours solides. Sanofi, là c'est toujours un peu mou, hein. C'est vrai qu'il n'y a toujours pas de croissance. C'est la descente aux enfers pour Sanofi. Pas beaucoup de catalyseurs en tout cas, pas de bonnes nouvelles, des résultats en baisse, en petite baisse, voire en plus grosse baisse en tout cas pour le 4e trimestre, des provisions et surtout la perspective d'un retour à la croissance uniquement par les acquisitions. Donc vraiment rien de sexy là-dedans, donc on comprend en tout cas que Sanofi n'est pas monté. Et puis ArcelorMittal, des bons résultats, mais là aussi toujours des craintes de surcapacité en Chine pour les prochains trimestres. C'est ce qui a freiné en tout cas l'enthousiasme potentiel des investisseurs. Merci beaucoup Denis, on va regarder tout de suite avec Laurent Vinci. Oui, alors Vinci avec une stratégie encore une fois à l'achat, avec un chart qui ressemble à un peu de choses près à celui de LVMH et d'ailleurs tous les charts que je vous montre depuis 15 jours maintenant, c'est-à-dire on paye les supports. Là aussi, regardez, hein, on avait cette zone à... Oula, excusez-moi. Voilà, on avait cette zone à 79,54, c'était une zone de résistance, une fois franchie, elle devient support, on revient dessus très très vite, le marché est survendu, on fait une grande bougie rouge sur cette zone de support, ça nous dit que c'est peut-être un sell-off, c'est-à-dire ce qui viendrait conclure la tendance de très court terme qui est baissière. On avait un trading range sur le titre qui a été donc rompu, la projection de la hauteur de ce trading range à la baisse donnait un target à 77,80, il a été atteint. On a un RSI qui est survendu. Alors ce qui n'est pas génial, c'est qu'effectivement on est passé sous cette moyenne mobile à 200 périodes, contrairement à LVMH, donc un titre un petit peu plus faible, mais on pourrait avoir là aussi un rebond sur le support. Encore une fois, petite position et puis vous attendez la bougie verte, c'est-à-dire les acheteurs sur le marché pour les accompagner. Pas de bougie verte, pas d'achat, hein. Il faut que vous compreniez bien ça. On attend effectivement que le marché confirme notre scénario. S'il ne le fait pas, on passe et on aura d'autres idées plus tard. Voilà, et bien alors pour conclure sur Vinci, on achète avec un turbo infini best call. Son code Falco, c'est le VD comme Daniel, 40B comme Bernard. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est sur Vinci un turbo infini best call VD40B qui a un effet de levier ce matin de 10,35, son prix d'exercice sur sa barre désactivante à 73,5253 et son prix de vente 78 centimes pour Vinci à 79,83. Voilà, on a fini avec le focus et on va passer à notre prochaine rubrique qui s'appelle « À ne pas manquer ».
Alors Denis, qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas manquer cette semaine? Je l'ai mis en majuscule, inflation de janvier, voilà, pour que vous ayez tout de suite c'est tout. Yeux. En fait, on pourrait quasiment se passer des autres. Effectivement, vente au détail, j'ai tout mis, effectivement, vente au détail de janvier, production industrielle, vous les avez, même le PIB du 4e trimestre zone euro. La Chine, effectivement, là c'est pour le coup, c'est pour montrer qu'il n'y aura pas d'impact puisque les marchés sont fermés du 15 au 21 pour le nouvel an, mais on retient effectivement une seule publication, celle de demain, l'inflation du mois de janvier aux États-Unis, pour voir si effectivement ça s'inscrit en tout cas dans la tendance de ce qu'on a pu connaître avec les chiffres de l'emploi, avec la composante des salaires horaires. On attend une hausse de 0,3% sur un mois entre décembre et janvier, et de 1,9% en glissement mensuel, en glissement annuel, sur un an, et par rapport à 2,1%. Pourquoi je rappelle le chiffre du mois de décembre? C'est qu'effectivement, ce sera peut-être d'autant plus facile de montrer qu'il y a une accélération, puisque le consensus attend une moindre inflation par rapport à décembre. Alors, on aurait attendu 2,3% pour finalement avoir 2,2, on serait dit, ouf, ça va bien. Là, maintenant qu'on a attendu 1,9 contre du 2,1, si on est à 2 ou à 2,1, on va se dire, attention, il y a une véritable accélération de l'inflation. Donc, effectivement, c'est une prévision du consensus qui aurait tendance, en tout cas, peut-être à accélérer les choses. Donc, ça va être très intéressant demain, en fait. Demain, 14h30. 14h30, on voit tous à nos écrans. Pour les entreprises, qu'est-ce qu'il y a encore comme résultat, en fait? Surtout, en fait, la poursuite des résultats, résultats annuels, Michelin et Kering. Michelin qu'on a d'ailleurs déjà eu hier soir, Kering ce matin, Crédit Agricole, Air Liquide, Airbus, Capgemini, Schneider Electric, Vivendi, Danone et Renault. Avec Renault, cette petite chose en plus, c'est qu'il y a un conseil d'administration qui est prévu jeudi soir et qui doit donc aussi entériner un nouveau numéro 2 pour Carlos Ghosn. Ça va se faire, on connaît Carlos Ghosn, il ne va pas partir du jour au lendemain, donc en fait il est encore là aux manettes, aux affaires durant un bon petit moment, mais a priori on devrait avoir le nom du numéro 2 en douceur. Il s'agirait de Thierry Bolloré, rien à voir avec la famille Bolloré, mais c'est le responsable de la productivité, je crois, chez Renault, quelqu'un donc en interne, et il y a déjà eu en fait ce passage de témoin, en tout cas en douceur, avec Nissan il n'y a pas très longtemps, mais Carlos Ghosn est toujours à la tête de cette affaire internationale. Métro, PepsiCo, TUI, Crédit Suisse, Nestlé, Coca-Cola et Allianz. Parfait, donc on est à la fin de notre émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Denis et aussi Laurent. Je vous donne juste les prochains rendez-vous. C'est en fait cette semaine, jeudi soir, notre webinaire revue technique des marchés avec Laurent, habituellement à 18h, jeudi soir 15 février. Et mardi prochain, c'est le 20 février à midi, le prochain rendez-vous pour 100% marché. Donc heureux de vous retrouver la semaine prochaine et cette semaine. Et merci d'avoir été avec nous cette semaine. À bientôt, au revoir.